Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de persona, mais le but pour moi n'est pas forcément de vous expliquer ce que c'est qu'un persona. C'est une technique qui est quand même relativement répandue, donc j'ai mis une petite intro pour faire un petit rappel des fondamentaux au cas où, pour ceux qui n'auraient pas suivi, qui ne connaîtraient absolument pas ou qui ont à peine un petit vernis, donc des petits rappels méthodologiques. Mais l'idée, c'est surtout d'échanger. Donc, j'aimerais bien qu'on ait un peu de temps à la fin et que vous ne soyez pas tous obligés de partir très tôt pour discuter des problèmes que vous rencontrez dans la mise en œuvre de cette technique, parce que ça fait quand même quelques années qu'elle est là, qu'on s'en sert, que je vois des projets autour de nous qui s'en servent, pas que des projets ludotiques, hein, des projets de sociétés confrères ou de sociétés clientes, partenaires, etc. Et je constate souvent des problèmes, des mises en œuvre qui ne sont pas adaptées, et du coup, je ne dis pas un échec de la démarche, mais quand même, voilà quoi, des frustrations enfin, il n'y a pas de la satisfaction utilisateur au bout, au sens où on n'est pas content de ce qui a été fait et surtout on n'en voit pas l'intérêt monétaire, financier, ce qui, à mon sens, pose un réel souci. Donc, j'aimerais bien échanger avec vous sur est-ce que vous rencontrez ces problèmes ou jamais, au contraire, tant mieux. Et si vous avez rencontré des problèmes, lesquels, afin qu'on trouve ensemble des solutions pour éviter que ça se produise trop souvent. Un petit mot sur moi avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Teresa Colombi, je suis psychologue cogniticienne avec un doctorat de recherche en analyse des mouvements des yeux. Donc, je travaille sur tout ce qui est design centré utilisateur, ergonomie, expérience utilisateur, on l'appelle comme on veut, il y a 36 000 mots pour définir cette discipline qui met l'homme au centre du processus de design depuis 25 ans. Et depuis 20 ans, je dirige une société qui s'appelle Ludotique, qui est une société spécialisée dans tout ça. On ne fait que ça, du conseil, de la formation, de la recherche et développement dans les problématiques liées à l'humain, le facteur humain, l'expérience utilisateur, l'ergonomie digitale, etc., avec des prestations de différents types, hein, tout ce qui est user research, hein, donc tout ce qui est recueil de données terrain, les personnes en font partie, tout ce qui est conception d'interface, hein, conception fonctionnelle, conception graphique, et également, on est très actif dans le domaine de l'accessibilité numérique, donc rendre les interfaces accessibles au plus grand nombre, faire en sorte que le web et les logiciels soient pour tous et pas que pour une partie de la population. En 20 ans, on a fait énormément de projets, donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui bah, fait partie de notre expérience, hein, c'est des retours d'expérience de nos clients. On a des clients qu'on suit depuis 15 ans, hein, ou même plus, presque depuis le début de la création de la société. Donc, merci à eux de nous faire confiance depuis autant de temps. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit, je vais vous faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'un persona, pour ceux qui connaîtraient peu ou pas la technique. Donc, pour la petite histoire, tout a commencé dans un ouvrage publié en 1999 par Alan Cooper, The Inmates Are Running the Asylum, qui dit tout, en fait, qui explique à quel point les technologies d'aujourd'hui nous rendent fous et à quel point on marche sur la tête. À ma connaissance, dites-moi en commentaire ou en question-réponse s'il y a une version française. À ma connaissance, aucune version française de ce bouquin n'a été publiée, ce qui peut expliquer pourquoi on a commencé à parler de personnages en France relativement plus tard qu'en 99. Mais ce bouquin-là, je vous le conseille, il reste toujours d'actualité. Donc, si vous voulez aller à la racine de la chose, c'est là-dedans que ça se passe. Et justement, en 99, c'est pas qu'on faisait pas de l'ergonomie, hein, je vais vous parler très rapidement de mon premier projet, mais on n'avait pas cette technique-là pour nous aider. Donc, en 99, on faisait des profils utilisateurs. Donc, mon premier projet était un projet de supermarché électronique. Donc, l'idée, c'était de vendre bah, des produits de supermarché, hein, donc des patates, des tomates, etc., en ligne en 1999. C'était quand même assez waouh pour l'époque. Donc, nous, on se posait des questions de conception centrée utilisateur. On avait fait du recueil de données terrain et on a mis au point des profils type, des profils d'utilisateurs différents, dont par exemple un profil très rationnel, donc quelqu'un qui a tendance à comparer les prix au kilo plutôt que le prix tout court, qui sait que le poulet il est moins cher dans tel supermarché et que le mercredi il y a des promos dans tel autre, etc., etc. Donc il avait tout un tas de caractéristiques, hein, y compris économiques, hein, la classe socio-professionnelle, etc., donc le budget disponible, etc. Donc, pour nous, ergonomes, hein, à l'époque, le terme UX n'existait pas. Donc, pour nous, ergonomes, c'était très clair.
qu'est-ce que voulait le profil rationnel, qu'est-ce que voulait le profil délégué, qu'est-ce que voulait le profil machin truc. Par contre, les développeurs ne comprenaient rien. C'était quelque chose qui ne leur parlait pas du tout. Donc, on a eu beaucoup de mal à faire passer le message de, de, de ce que c'est qu'un utilisateur vis-à-vis des équipes techniques. Et c'est bien là justement le but du persona. L'objectif principal d'un persona, c'est de permettre à l'équipe projet, et pas qu'aux gens qui ont fait le recueil de données terrain, d'entrer en empathie avec les utilisateurs finaux. Et c'est beaucoup plus facile d'entrer en empathie avec un utilisateur quand il a une image, un visuel, une photo, un prénom, une vie privée, des caractéristiques qui le rendent vivant, compréhensible, hein, qu'on ait l'impression que c'est quelqu'un qu'on a vraiment rencontré. Et sur un projet, il y a fort longtemps, il s'est passé quelque chose qui, encore aujourd'hui, me fait plaisir. On a eu un chef de projet qui m'a dit, j'ai imprimé la photo de Michel, ce personnage s'appelait Michel, et quand je code, je pense à Michel. C'est exactement ça qu'on veut, en fait. Un persona, en tant que formalisation, en tant qu'archétype, il doit servir à l'équipe à guider le travail, à prendre des décisions, à faire les bons choix. Et si on a un persona qui est très réticent au changement, par exemple, c'est ça qui doit guider nos réflexions en termes d'interface. Donc, le chef de projet qui m'a dit ça m'a fait très, très plaisir parce que c'est vraiment le but ultime à atteindre, c'est de pouvoir tellement rentrer en empathie avec nos personas qu'on code en pensant à eux. Le deuxième objectif de cette technique-là, c'est justement de pouvoir tenir compte aussi de la diversité des utilisateurs, parce qu'on n'a pas que des gens qui nous disent la même chose. Même dans un projet comme celui que je vous ai cité de supermarché, on n'a pas que des profils à la Antoine, on en a forcément plusieurs, parce qu'il y a énormément de caractéristiques humaines qui rentrent en ligne de compte, que ce soit l'âge, le sexe, la culture, les habitudes, les besoins particuliers, les éventuels handicaps, les compétences métiers. Bref, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et si vous avez eu à faire avec du recueil de données terrain, vous avez sûrement constaté que c'est très compliqué de gérer cette diversité. Il y a beaucoup trop de paramètres pour prendre en compte tout ce que les gens nous disent et toute la diversité humaine qu'il y a dans un projet. Du coup, souvent dans les projets informatiques qui n'ont pas une approche UX, il se passe qu'on essaye de faire quelque chose qui plaise à tout le monde. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui veulent les choses d'une façon, d'autres qui les veulent différentes, plus grosses, plus petites, plus à gauche, plus à droite, etc., etc. Et on essaie du coup de faire en sorte de contenter tout le monde. Et il y a une très jolie phrase française qui dit «Qui trop embrasse, mal étreint». Et c'est extrêmement vrai. Le mieux est l'ennemi du bien. Et à force de vouloir plaire à tout le monde, on finit souvent par plaire à personne. On a des clients aussi qui ont tenté l'approche opposée, qui est aller vers l'ultra-personnalisation des interfaces, ce qui ne pose aucun souci pour les utilisateurs finaux eux-mêmes, hein, qui sont très contents d'avoir les boutons de la taille qu'ils veulent, les labels qui ont le bon terme métier que eux ils utilisent dans leur boîte, etc., etc. Le problème, c'est la maintenance d'un système aussi déployé de manière sur mesure que ça, et l'évolutivité, qui est proche du néant. Ça sera très compliqué de changer quelque chose, de rajouter une feature dans un système qui a fait l'objet de 36 000 exceptions et 36 000 variantes. Donc ce n'est pas maintenable, ni d'un point de vue code, ni d'un point de vue économique, sans parler du coût de cette personnalisation, qui sait qui va le payer, etc., etc. Donc c'est une solution qui n'a pas de sens à part rendre content les utilisateurs finaux, mais ça ne suffit pas pour faire vivre du business. Du coup, vous l'aurez compris, pour moi, la bonne solution, c'est un compromis entre une démarche où on écoute les gens et on prend en compte ce qu'ils nous disent et une démarche où on essaye de faire des choix qui rationalisent le travail et qui nous permettent d'avoir quelque chose de viable et de maintenable et d'économiquement stable. Les personas, une fois de plus, à titre de rappel, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de toutes ces méthodes, bien évidemment. Donc, on peut discuter. Vous pouvez tout à fait nous laisser, comment dire, des commentaires sur les envies que vous pouvez avoir d'approfondissement de ces thématiques dans de futurs webinaires ou d'autres rencontres. Mais la mise au point des personas, globalement, se fait en 3 étapes. D'abord, on recueille de données de type qualitatif, donc des entretiens, des observations de terrain, etc. Si on a le temps et les moyens, c'est toujours possible, on passe par une étape quantitative pour avoir une masse de données pour pouvoir vraiment voir combien de profils de ce type, de ce type, de ce type on constate dans la population. Parce que c'est bien beau de dire il y a des rationnels. Est-ce que les rationnels, c'est 5% ou c'est 50%? C'est quand même une donnée qui a son poids
dans les choix à faire par la suite. Et on finit par définir les dimensions, les variables qui ont du sens projet par projet, parce que tout n'est pas important à prendre en compte, hein, et par faire l'habillage qui va leur assigner un petit prénom, une histoire privée, des raisons d'être, etc. Une fois qu'on a ce travail-là, on pourra définir, et ça je reviendrai dessus aussi, le persona primaire, qui est donc le plus important à satisfaire dans le cadre du projet. Je reviendrai sur l'importance d'avoir un persona primaire, parce que c'est une des erreurs que j'ai pu constater dans les projets, d'avoir trop de personas primaires ou de ne pas avoir défini un persona primaire. Voilà une fiche type de persona. Pareil, j'aurais eu ça en 1999, j'aurais été très, très, très heureuse parce que voilà, nous, on a expliqué comment fonctionnent nos utilisateurs cibles, mais les développeurs n'ont ni le temps ni l'envie de comprendre ça, c'est pas leur métier. Aujourd'hui, on a des visualisation très marketing quelque part, hein, très fancy, très visuelle et du coup très facile à saisir, qui permettent à quelqu'un qui ne connaît pas le projet de saisir en deux temps, trois mouvements quelles sont les caractéristiques principales de la population qu'on veut toucher. Je ne vais pas rentrer dans cet exemple-là en particulier, mais et des fiches persona, vous en trouverez de partout sur Internet à titre d'exemple, etc. Ça va vous aider à structurer, si vous en avez jamais fait, les caractéristiques principales à prendre en compte dans le projet. Donc, en conclusion de cette petite introduction, à titre de rappel, donc un persona n'est en aucun cas un vrai utilisateur qu'on a rencontré. Hein, on n'a pas interviewé les Antoine de manière spécifique ou les Marie de la fiche que vous venez de voir. C'est un archétype, avec toute la difficulté de la mise au point d'un archétype. C'est-à-dire il doit prendre en compte les dimensions les plus importantes en créant quelque chose qui a l'air réaliste, qui a l'air proche de la réalité, sans caricaturer une personne en particulier qu'on aurait rencontrée. Hein. D'ailleurs, on ne choisit jamais un prénom de quelqu'un qui aurait été réellement interviewé pour éviter tout amalgame. Euh, Autre chose hyper importante, et je reviendrai dessus dans la deuxième partie, donc sur les erreurs, pour qu'un persona soit un persona, il faut qu'il soit basé sur des données terrain. Autrement, c'est un proto-persona. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel faut être clair, et je reviendrai dessus par la suite. Il faut qu'il soit très facile à saisir pour les parties prenantes, hein, il faut pouvoir se l'approprier. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a l'air facile parce que ben, je recueille de données, je les formalise, je les partage dans l'équipe projet, mais dans la pratique, c'est pas forcément si facile que ça. Et justement, à 20-25 ans d'expérience, j'ai vu pas mal d'échecs. Pour moi, c'est des échecs de la démarche. Parce que quand vous avez un partenaire qui vous dit, bah, au final, la phase de user research, j'ai pas vraiment compris à quoi elle nous a servi, pour moi, c'est un échec. On a tous perdu du temps et de l'argent et ça ne met pas notre discipline en lumière. Enfin, voilà. Donc pour moi, ce qu'on fait, évidemment, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut que ça porte une valeur ajoutée au projet. Donc si on vient me dire la phase de user research, ça n'a pas servi, c'est qu'elle n'a pas été faite correctement, je pense. Donc, et j'ai vu pas mal de choses, justement, qui, à mon sens, peuvent être améliorées. Donc, je vais vous partager les 5 erreurs principales que j'ai pu constater pour éviter de tomber dans ce que j'appelle l'effet Barbie. C'est-à-dire, on s'est amusé à mettre au point des personnages, c'est rigolo, c'est mignon, mais la Barbie ne va pas beaucoup nous aider dans la suite du projet, quoi. Donc, on finit par la mettre dans un tiroir et on va passer aux choses sérieuses. C'est ce que j'ai constaté dans certains projets. Voilà. Les UX se sont amusés à faire leurs personnages, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Ah ben non, en fait, si ce qu'on fait les UX est considéré un jeu, c'est qu'on n'a pas compris à quoi ça sert, ou alors le travail n'a pas été fait dans les règles de l'art. C'est tout à fait possible. Donc, en tout cas, par rapport aux règles de l'art, j'ai quelques suggestions à vous partager pour éviter les 5 erreurs principales que j'ai vues. Mais une fois de plus, j'aimerais bien avoir vos retours d'expérience de terrain pour voir s'il y en a d'autres que je n'aurais pas rencontrées. Erreur numéro un, en faire trop. J'ai vu pas mal de projets dans lesquels il y avait énormément de personas. Parce qu'on a le persona qui a des besoins spécifiques, parce que voilà, il a un handicap visuel, on a différents niveaux d'expertise, l'occasionnel, le novice, etc. La personne plus ou moins réticente au changement, l'étranger. Et du coup, voilà, on se retrouve avec 12 personas dans le projet, dont plusieurs personas primaires. Donc, plusieurs personas qui sont censés être le plus important. Comment vous voulez qu'on fasse, enfin, je veux dire, enfin, quand on a 12 personas, pour moi, autant travailler avec les vrais utilisateurs finaux parce qu'il y a tellement de diversité, tellement de choses
avoir en tête en même temps que ça sera très difficile de faire des choix éclairés parce qu'il y a trop de matière, trop de données, et du coup, on perd totalement de vue l'intérêt de la démarche de persona, qui est justement un intérêt de regrouper, de simplifier, de rationaliser. Donc, pour moi, les personas d'un projet doivent être 4, 5, 6, pas, pas beaucoup, le moins possible, en tout cas le moins possible. Et surtout, il faut qu'il y ait un persona primaire. Parce que si on a plusieurs personas primaires, mais si les besoins de l'un sont incohérents, incompatibles avec les besoins de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, il faut qu'il y en ait un qui prime sur les autres pour des raisons à définir avec les équipes projet. Une fois de plus, ce n'est pas l'UX designer qui va dire on va prendre un tel. Bien sûr, ça se définira ensemble et je reviendrai dessus, mais il faut bien qu'il y en ait un. Erreur numéro 2, mal choisir les dimensions, donc les variables qui ont du sens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, des dimensions, il y en a pléthore. L'humain étant complexe, il y a un milliard de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. On peut constater des différences dans nos populations de cibles en termes d'âge, de sexe, d'habitude, d'expertise métier, d'ancienneté dans la boîte, de langue, de handicap et que sais-je encore. Si à chaque fois qu'on voit une variable, une dimension, on en fait un persona, ben, on va se retrouver avec les 14 personas, ce qui est vraiment pas l'objectif ultime de la démarche. Donc, parmi tout ce qu'on a vu, il va falloir faire des choix et des choix éclairés. Et c'est là où parfois, peut-être, ces choix sont mal faits. Donc, comment choisir les variables? Alors, ceux qui me connaissent, il y a peut-être parmi vous des anciens étudiants que j'ai eus, dans les cours de gestion de projet UX, j'insiste sur deux choses, les risques du projet et les contraintes. Tout projet comporte des contraintes de temps, d'argent, de technologie, etc., etc. Mais moi, je vois les personas comme des contraintes. C'est-à-dire, je vais introduire volontairement dans le projet des contraintes dont il faut tenir compte. Donc, il faut qu'elles soient claires et elles sont matérialisées, par exemple, par les caractéristiques physiques ou cognitives ou sociales de mes personas. Si j'ai un persona daltonien, par exemple, dans le projet, mais ça veut dire que je vais m'imposer une contrainte d'accessibilité, faire attention au choix des couleurs dans l'interface. Donc, ça sert à ça pour moi, les personas. Ça ne sert pas à faire joli, ça sert à dire attention, on a cette problématique-là à prendre en compte dans le projet, il ne faut pas qu'on l'oublie. Donc, la problématique en question, il faut la choisir évidemment sur la base de la fréquence aussi de ce qu'on a pu voir. Hein. Ce n'est pas parce qu'une personne sur 300 utilisateurs qu'on a pu toucher en quali et quanti, que cette personne-là a tel ou tel besoin ou tel problème qu'il faut que tout tourne autour de ça, bien évidemment. C'est pour ça que j'aime bien l'étape quantitative, parce que ça permet de voir combien de personnes partagent tel point de vue, ont tel problème, ont tel niveau d'ancienneté, etc. Donc la fréquence est évidemment un paramètre important. Mais il y a aussi l'apport stratégique au projet. Un projet pour une entité publique ou un site d'intérêt public, ben, la contrainte de l'accessibilité, elle est obligatoire. Stratégiquement parlant, on ne peut pas se permettre de mettre en ligne un site qui ne soit pas accessible. Donc même si on avait la certitude qu'il n'y a que 0,x% de personnes qui sont porteuses de tel ou tel handicap qui vont se connecter, ben, cette contrainte-là, on l'a d'un point de vue légal. Donc il va falloir qu'on la prenne en compte. Et j'anticipe un petit peu ce que je dirais tout à l'heure, les choix des personas, il faut les faire de manière collective et collaborative. Ce n'est pas à l'UX designer de définir qu'est-ce qui est important à prendre en compte, enfin, en tout cas pas que à l'UX designer de faire ce travail, c'est un travail qui doit être partagé et compris par toutes les parties prenantes du projet. Une notion qui me paraît importante et qui va faire sourire ceux parmi vous qui viennent du domaine de l'ergonomie, donc ce qui est moins sexy que UX design, mais c'est un peu les racines scientifiques qu'on a derrière, c'est la notion de centile. Cette notion va vraiment nous aider justement à faire les bons choix en termes de variables et surtout les bons choix en termes de positionnement de nos utilisateurs sur ces variables-là. Alors, très rapidement, il y a énormément de littérature sur les centiles, donc je vous inviterai à creuser. C'est un concept qui vient vraiment de l'ergonomie physique, hein, donc c'est quelque chose qui historiquement est là depuis des années, mais qui est méconnu totalement des personnes qui font de l'UX design au niveau maquettage, Figma, etc. C'est quoi le concept? C'est de dire, voilà, toute caractéristique physique humaine, et vous verrez, y compris des caractéristiques cognitives, c'est le principe est le même, peut être représentée sur une courbe normale, une courbe de Gauss, qui nous permet de voir qu'il y a souvent très très peu de personnes qui ont des valeurs extrêmement faibles, très très peu de personnes qui ont des valeurs extrêmement élevées, et un pic de personnes avec des valeurs
moyenne. C'est vrai pour la taille, c'est vrai pour le poids, c'est vrai pour toutes les mesures physiques que les anthropomètres recueillent régulièrement. Et ces mesures-là vont nous guider, justement, si on recueille ces données et qu'on fait ces courbes, bah, c'est que ces courbes vont nous aider à faire des choix. Donc, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps de vous faire réagir parce qu'il est déjà moins 10, enfin moins quelque chose, et qu'on est censé finir assez vite, mais cette slide-là, je l'utilise souvent en cours. Et quand je dis aux participants, ben, quel repère vous prendriez sur cette courbe, si la courbe parlait de la taille des personnes, pour définir la hauteur de l'étagère sur laquelle mettre le verre, souvent les personnes me disent, ben, on va prendre la moyenne, on va prendre la valeur moyenne, parce que c'est là où il y a le plus de personnes. Et ça, c'est une erreur classique. Et justement, l'ergonomie physique nous montre que cette erreur-là, il ne faut pas la faire. Pourquoi? Parce que si on vise plutôt le 5e centile, donc on est à peu près à moins de 2 écarts types de la moyenne, donc on est sur des personnes assez petites en termes de taille. Et si j'arrive à satisfaire les personnes qui sont assez petites, ben, j'arriverai à satisfaire davantage tous ceux qui sont plus grands. Alors que si je me positionne au 50e centile, ben, tous ceux qui sont en dessous du 50e centile, c'est-à-dire la moitié de ma population, aura du mal à attraper le verre. Et ceci est vrai également dans l'autre sens. Dans certains projets, en fonction justement des contraintes du projet, il ne faut pas viser le 5e centile, il faut viser le 95e. Mais pour la même raison, si les gens extrêmement grands arrivent à passer la porte, ben, tous ceux qui sont plus petits passeront sans aucun problème. Si je vise 50%, enfin, le 50e centile, j'aurai une personne sur deux qui va se cogner la tête. C'est pas forcément génial. Et pourtant, ça partait d'une bonne idée, hein. Comme je vous le dis tout à l'heure, on essaie de plaire à tout le monde, de plaire à la plupart des utilisateurs. Oui, mais la moyenne n'est en aucun cas une bonne idée. Ce concept qui vient de l'ergonomie physique et que je vous ai illustré par le biais de choses très très physiques, bah, fonctionne de la même façon, sauf qu'on n'a pas des courbes aussi jolies et indiscutables pour les compétences informatiques que pour le tour de taille ou pour la pointure, mais le principe est le même. Si je veux faire un logiciel ou un site internet grand public, je ne peux pas dire ah ben en moyenne les gens savent. Ah oui, normalement les utilisateurs connaissent. Ce normalement équivaut à la moyenne. Et si normalement est la moyenne, ben c'est pas la bonne chose à faire parce que je veux toucher le plus grand nombre. Donc il faut que je m'aligne vers le centile qui me crée le plus de contraintes. Et évidemment, les centiles comme le 5e et le 95e génèrent des contraintes, hein, et des sacrées contraintes. Mais c'est grâce à ces contraintes-là qu'on conçoit correctement et qu'on arrive à satisfaire, ne pas tout le monde, mais la plupart des utilisateurs. Donc voilà un exemple concret. Donc là, vous avez, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, si ça vous intéresse, on pourra approfondir par ailleurs. Vous avez trois personas. Derrière ces trois personas, il y a deux axes, deux dimensions qui ont du sens. Un axe métier, parce qu'on a un persona qui est trader et deux personas qui n'ont pas vocation à travailler dans la bourse, hein. Là, on fait une application payante pour le suivi de la bourse sur iPhone. Donc, on a un persona qui est extrêmement élevé en compétences métiers, une qui est moyenne parce qu'elle a une assurance vie et du coup, bah, elle suit un peu la bourse et puis elle travaille elle est attachée de presse, donc elle lit la presse éco, donc elle connaît un petit peu les bases. Et on a un personnage qui est un jeune qui connaît absolument rien à la bourse. Donc là, on a les trois extrêmes qui sont représentés, enfin les trois grands pôles qui sont représentés sur ce schéma. Et côté iPhone, pareil, ces trois personnages me permettent de couvrir l'ensemble des problématiques possibles. J'ai le ultra geek, parce que Hugo est très très fort à l'informatique, elle a jailbreaké son iPhone, donc c'est absolument tout faire. Et à l'autre opposé de la courbe, j'ai Bernard qui a un iPhone juste parce que parce qu'il faut avoir un iPhone doré, quoi, parce que voilà, c'est un statut symbole, donc il ne peut pas avoir un autre téléphone. Mais de toute façon, il ne fait que téléphoner avec. Donc, le fait d'avoir des dimensions et surtout un positionnement de nos personas sur ces courbes nous permet de faire des choix projets. Parce que si je décide de viser les Bernard, ben, je vais faire une application qui, au niveau métier, est très avancée.
hein, avec, je ne sais pas, des alertes, par exemple, ou des contenus très pointus, des acronymes métiers qui lui, il connaît par cœur. Par contre, hyper simple en termes d'interface. Des gros boutons, pas de comportements différents en portrait paysage, pas de pinch and zoom, enfin, des choses vraiment ultra basiques, parce que sinon, il va être perdu. Alors que si je dis let's go, ben, d'une part, je vais lui faire un jeu vidéo, un Go, hein, parce qu'il est très très geek, donc lui il serait ravi d'avoir un jeu vidéo pour apprendre la bourse. Et au niveau contenu métier, ben, par contre, il faut y aller très très mollo parce qu'il ne comprend rien. Donc, pour conclure là-dessus, un jour dans un cours, j'ai des participants qui m'ont dit, ouais, ben, t'es gentil, mais t'as oublié un persona. Parce que nous, on connaît plein de gens qui sont des personnes âgées, qui ont le temps et l'argent pour faire de l'assurance vie, par exemple, et qui pourraient tout à fait acheter une application pour le suivi de la bourse. Et du coup, ils m'en vantent le papy Roger. OK? Je leur dis, ouais, bah, papy Roger, oui, il peut exister, il n'y a aucun souci. Et pourquoi j'en veux pas de papy Roger? Bah, déjà, ça va être un personnage de plus, justement. Donc, est-ce qu'on en a besoin? Et si on en a besoin, pourquoi? Ben, justement, Roger n'en a pas besoin. Je ne dis pas que Roger n'existe pas, attention, hein. Il peut tout à fait exister et ce qu'ils m'ont dit intuitivement peut avoir tout à fait du sens. C'est que papy Roger, il a les mêmes compétences métiers qu'Hugo, donc j'ai déjà un persona qui me représente ça. Et Roger a la même maîtrise iPhone que Bernard. J'ai déjà un persona qui représente ça. Donc, c'est là où justement on peut dire, au début on en a fait plein, et là on retient que trois personas, parce que Roger, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'a pas d'intérêt concret dans le projet. Sauf s'il m'introduit une contrainte. Si j'ai une contrainte, par exemple, en termes d'accessibilité, là, notre papy Roger, ben, il a un positionnement qui est euh, foncièrement différent des autres. Ah, il y a Priscilla qui demande quel serait le primaire. Dans cet exemple-là, alors, bah, ça me permet, merci Priscilla, d'anticiper ce que j'allais dire après. C'est pas à nous de définir le persona primaire. Dans un projet comme celui-ci, ça peut être les Catherine, parce que à 45%, en gros, ils sont prédominants, ces profils-là, donc pourquoi pas. Mais il peut y avoir des tas d'autres considérations. C'est-à-dire que d'un point de vue business, on peut se dire, bah, celui qui a le plus fort pouvoir d'achat ou le plus grand intérêt à acheter ce genre d'application, c'est Bernard. Donc même si les Bernards, c'est que 30%, faisons une application qui vise en priorité les Bernards. Attention, en priorité, ça ne veut pas dire uniquement. Mais on va dire, Bernard, c'est le persona primaire. Tant que je peux cumuler les autres, je vais les cumuler avec Bernard. Mais vous voyez bien qu'à un moment donné, plus on élargit, plus on va s'éloigner des besoins et des compétences et des attentes de Bernard, au point que ça deviendra impossible de satisfaire Bernard et Hugo en même temps. Voilà. Donc la définition du primaire ne revient pas à l'UX designer. Nous, on est là pour apporter les données, les réflexions, les représentations graphiques qui vont bien, ouvrir le débat avec les stakeholders, les parties prenantes, pour qu'ils décident ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent viser les rejets, mais qu'ils visent les rejets. Nous, on s'adaptera. Et ça, j'anticipe un peu sur un des erreurs, la plus grave des erreurs que je vois dans les projets. On adaptera l'interface et l'expérience utilisateur en fonction. Parce que c'est ça l'objectif d'un persona, c'est de nous créer des contraintes en termes d'interface. Et s'il n'y en a pas ou qu'elles ne sont pas claires, là, on a vraiment tout perdu. Donc, pour revenir à notre petit Roger, donc, s'il m'introduit une contrainte d'acuité visuelle, là, il a tout à fait sa place. Et si on est sur quelque chose qui tombe sous la coupe des contraintes légales d'accessibilité, il peut même devenir notre persona primaire, Roger. Hein. Ça, une fois de plus, c'est pas nous de décider, mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui peut avoir des soucis. On va l'habiller en disant que voilà, il a eu une opération de cataracte. Bref, on se débrouille comme on veut, mais on fait en sorte que cette contrainte-là ait du sens et qu'elle soit prise en compte dans la suite du projet. Donc, pour conclure sur les centiles, ben, travailler sur la moyenne est toujours un mauvais choix. Parce que si je prends les compétences moyennes, les attentes moyennes, l'acuité visuelle moyenne, etc., etc., ben, je risque d'avoir des soucis, de créer des soucis à beaucoup, beaucoup de personnes. Ou alors, il faut être riche pour arriver à satisfaire toutes ces contraintes-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'ergonomie physique nous démontre qu'en plus, quand on cumule les dimensions, ben, on va tomber sur quelqu'un qui n'existe même pas, parce que personne n'a à la fois la taille, le poids et la pointure moyenne. Donc, on est en train d'essayer de faire quelque chose de moyen pour plaire à tout le monde, et on se retrouve avec un utilisateur qui est inexistant, ce qui est un réel souci. Donc, d'où l'intérêt justement de faire des personas et des choix cohérents pour plaire au plus grand nombre.
hein. Plaire à tout le monde, c'est une chimère, ou alors il faut être très créatif ou très cher. Ça, il n'y a pas de souci, hein, mais voilà. Du coup, le choix des dimensions qui ont du sens dans chaque projet, qui vont varier d'un projet à l'autre, et des centiles qui vont nous créer le plus de contraintes, les contraintes les plus logiques, les plus pertinentes, est crucial. Donc ces questions-là, il faut se les poser quand on travaille. Erreur numéro 3, mal finaliser l'habillage. Je vous ai dit, la troisième étape de mise au point d'un persona, c'est la finalisation, où on lui donne un petit prénom, une image, une photo, un peu de vie privée, etc. Est-ce que d'après vous, un persona comme un papy de 86 ans qui s'appelle Noah et qui passe sa journée à jouer à des jeux vidéo de e-sport avec des yeux au top, une acuité visuelle d'aigle, est réaliste? Ben non. Alors je dis pas qu'on ne peut pas s'appeler Noah et avoir 86 ans, c'est juste que c'est pas courant, c'est pas réaliste. Et c'est une des problématiques d'un persona. Il doit pas être un stéréotype, mais quelque part, il faut qu'il rentre un petit peu dans les clous pour qu'on comprenne très vite, en fait, qu'on saisisse très vite de qui on parle, en fait. Hein, qu'on ait vraiment l'impression qu'on le connaît, hein, qu'on peut imprimer la photo de Michel et coder en pensant à Michel parce qu'on sait comment fonctionne Michel, quoi. Noah, 86 ans, fin d'e-sport, est-ce que vous en connaissez? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Donc, je vais avoir du mal à me mettre dans la peau, à entrer en empathie avec un personnage qui est mal habillé, mal finalisé. Et mal finalisé, c'est plein de choses qui peuvent être mal finalisées. Il est trop compliqué, du coup, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il a autant de caractéristiques à prendre en compte. Ou au contraire, il est trop vague. C'est Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, ça ne nous apporte rien. Ou il n'est pas crédible parce qu'il n'est pas à jour. Par exemple, les personnes âgées, aujourd'hui, elles ont quand même un smartphone. Donc, de faire un persona qui est un papy qui n'a jamais touché à une tablette ou un smartphone, sauf si vous le justifiez vraiment par le biais de données terrain, mais autrement, c'est peu réaliste aujourd'hui. On va vous dire que ça n'a pas de sens aujourd'hui. Ou des personnages qui sont justement trop caricaturés, on est trop dans le stéréotype, c'est pas crédible, quoi. Ou des personnages qui ne sont pas assez inclusifs, parce que bah, normalement, dans une population donnée, il y a aussi bien des hommes que des femmes, que des personnes de différents âges, cultures, etc. Si tous vos personnages sont des mâles blancs de 30 ans, sauf si votre population est constituée uniquement de ça, sinon il va y avoir un biais à un moment donné. Il y a un souci dans la finalisation, il y a un souci dans l'habillage de vos personnages. Il faut vraiment faire très attention à tous ces petits détails. Et par exemple, il y a des sites internet qui vous disent quelles étaient les tendances dans le choix des prénoms en fonction de l'année de naissance. Ben ça peut vous aider. Parce que si vous cherchez Noah, je ne pense pas qu'il y a 86 ans, c'était le prénom le plus tendance. Par contre, Joseph ou Antoine ou ce genre de choses, peut-être qu'il l'était plus. Donc, il faut faire des choix logiques pour finaliser le personnage. Et ces choix, toujours dans l'erreur numéro 3, mal finaliser l'habillage, c'est les choix qu'il faut faire ensemble. Une fois de plus, une erreur, c'est de travailler dans son coin et d'aller voir les équipes en disant, ça y est, on a fini nos personnages, voilà ce qu'il faut faire. Mais non, parce que justement, le but, c'est d'entrer en empathie et le meilleur moyen pour entrer en empathie, c'est de dire, c'est mon personnage à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai habillé, c'est moi qui ai décidé. Donc, nous, souvent, on arrive à un atelier avec les données quali et quanti, donc on sait déjà quelles sont les dimensions importantes, on sait déjà quels sont les centiles les plus contraignants qu'il va falloir prendre en compte dans le projet. Mais non, comment on regroupe tout ça? Et est-ce que ce personnage-là, il va s'appeler Marie-Joséphine ou Mohamed? Et est-ce qu'il est infirmier? Ou est-ce que enfin, ça, on verra ensemble, en fait. Donc, nous, on arrive à la limite avec des photos imprimées et des morceaux d'habillage possibles. Et l'assemblage final, il est fait en séance collaborative avec les stakeholders, avec les parties prenantes, pour que justement tout le monde puisse dire, ah ouais, c'est moi qui ai choisi le prénom. Enfin, que quelque part, ça ce soit le jouet de tout le monde et pas le jouet des UX designers. Et quand je parle de séance collaborative, bien évidemment, les développeurs sont largement invités à participer, hein. Ce n'est pas forcément que les décideurs finaux. C'est vraiment dans une démarche de design thinking, hein. Je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas le design thinking, il y a énormément de ressources disponibles, en vidéo et un lien pour vous former à ces techniques. Erreur numéro 4. Malheureusement, je la vois bien trop souvent. Bien trop souvent. C'est-à-dire que les gens, souvent dans des projets informatiques, se disent, ah, ben c'est chouette d'avoir des personas, parce qu'effectivement, ça donne une idée de quelle est la population cible, les caractéristiques, les attentes, les besoins. Top, on va faire des personas. Et du coup, on se met dans une pièce, on brainstorm et on pond des personas. Ça s'appelle pas des personas, ça. Ça s'appelle des proto-personas. Et parfois, si on a du bol, ils sont assez proches de la réalité.
parfois pas. J'ai vu les deux. J'ai vu des projets dans lesquels on me pondait des personas qui, au final, une fois qu'on va sur le terrain pour vérifier, sont quand même pas mauvais, hein. On peut les affiner, on peut rajouter deux, trois détails, mais globalement, le fond est bon parce que bah, le cas échéant, je pense à une société qui éditait un logiciel de gestion. Mais même les développeurs, ils étaient sur ce projet-là depuis des années, donc ils comprenaient très bien le domaine métier de leurs propres clients, de leurs propres utilisateurs. Donc, ils savaient à peu près à qui ils avaient affaire en termes de population, en termes de caractéristiques, de âge, de besoins, d'attentes, de profils spécifiques, etc. Donc, leur proto-persona était bon, je dirais, à 80, 80-85%. Donc, on a pu rajouter des petits détails, c'est toujours bien, mais clairement, ils étaient dans le vrai. Et inversement, ça m'est arrivé de faire un projet dans lequel on avait fait les proto-personas, donc en séance collaborative avec les mois, donc les décideurs. Et quand on est allé sur le terrain, et ça n'avait rien à voir. Ils nous disaient, oui, nos utilisateurs, qui étaient leurs propres collègues, hein, c'est un projet à l'intérieur d'une boîte, donc ils étaient censés se connaître un minimum, mais ils nous disaient, oui, ils sont réticents au changement, ils râlent tout le temps, et l'informatique, ils ne comprennent pas, ils ne s'en servent pas, ils ne sont jamais d'accord, ils ne sont jamais contents, ils veulent rien. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est juste que les gens sur le terrain, ils ne voulaient pas des innovations qui tombent du ciel sans aucune explication valable et qui ne correspondent pas à leurs besoins. Ça, oui, mais ça ne s'appelle pas être réticent au changement. Ça s'appelle être normal et réagir quand on nous balance un truc qui n'a ni queue ni tête. Donc, il a fallu repartir en séance collaborative et modifier les fiches persona parce qu'elles étaient vraiment, vraiment, vraiment pas bonnes. Donc, toujours est-il que rien ne vaut un vrai recueil de données terrain pour être sûr que nos personas, c'est des vrais personas, qu'il y a des vrais besoins, des vraies attentes, des vraies compétences, des vraies caractéristiques, des vrais retours de la vraie vie et qu'on n'est pas en train de se les inventer, de les fantasmer, de les idéaliser, de les sursimplifier, etc. Donc, je vous conseille de faire toujours du vrai recueil de données terrain, au moins la partie qualitative. Le dernière erreur, le boss des erreurs, le problème le plus grave à mon sens, parce que c'est celui qui a le plus de conséquences, y compris économiques à mon sens, c'est de ne pas identifier clairement le lien que le persona doit générer sur le projet en termes du X et du Y et d'expérience utilisateur globalement, d'interaction machine. Si j'ai un persona qui a une mauvaise vue, il faut que tous les écrans de mon application, je me les paluche en faisant attention à ça et que je check toutes les tailles de tous les textes, les contrastes, etc., etc. Parce que si je suis le persona truc muche, ben, je vais avoir du mal avec tel ou tel ou tel texte. Donc, il faut que je vérifie que la contrainte que j'ai introduite au départ ait un lien avec le projet en termes d'interface et d'expérience utilisateur et que je puisse vérifier qu'elle est bien satisfaite. J'ai mis des exemples, hein, mais je pense que vous avez compris le concept, hein. Si j'ai une population qui globalement a des compétences métiers assez faibles, c'est des apprentis ou c'est des débutants, etc., ben, il faut que je vérifie que j'ai pas d'acronyme qui ne soit pas expliqué, que j'ai pas 12 000 infos par écran avec 14 000 onglets, dans des onglets, que j'ai une doc, par exemple, qu'il y a de la documentation disponible ou une aide en ligne, etc. Sinon, bah, j'ai défini des compétences métiers faibles et j'ai rien fait avec. Donc ça sert à rien. Idem pour les compétences informatiques. Là, j'ai pris l'exemple opposé parce qu'on peut tout à fait avoir une population avec des compétences informatiques très élevées, une population très tech. Bah, du coup, on peut aller vers la complexité. Le cas échéant, on peut aller vers des contenus très riches, avec des raccourcis, des commandes à taper, etc. C'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est leurs habitudes qu'ils imposent et ils vont s'y retrouver si l'interface est articulée et complexe. Donc, dans tous les cas, ce qui est fondamental, c'est qu'à chaque fois que vous avez assigné une caractéristique à un persona, vous ayez clairement en tête pourquoi vous l'avez fait, à quoi ça va servir dans le projet et quelles contraintes en termes d'interface aux machines, d'interaction, de UX, du UI, etc., vous allez introduire dans le projet pour pouvoir vérifier qu'elle est satisfaite. Autrement, effectivement, on tombe dans la poupée Barbie, on tombe dans la phrase que j'ai malheureusement entendue pour de vrai. Ah ben, une fois qu'on finit ça, on le met dans un tiroir et on passe à la vraie vie, on passe au vrai travail. Le vrai travail, il découle de ça, en fait. Donc, le vrai travail, on l'a déjà commencé. Parce qu'une fois qu'on a toutes ces contraintes-là qui sont claires, l'interface, limite, elle se fait toute seule, hein. On ne devrait pas avoir de soucis. Alors que si le vrai travail commence après, c'est qu'on n'a rien compris de ce qui a été fait avant. Alors, pourquoi et comment, ça, je ne juge personne, hein. Mais je me suis dit à un moment donné, on va partager certaines erreurs, certains retours terrain que je vois malheureusement trop souvent dans des projets qu'on suit de loin, de confrères, de sociétés partenaires, etc. Parce que c'est dommage
de mettre sur la table de l'argent pour une démarche de research qui, au final, ne nous apporte pas grand-chose. Donc, je vais bientôt vous passer la parole parce que même si au final peu de monde a réussi à se joindre live, mais il y aura le replay, vous avez peut-être envie d'aller plus loin sur la user research. Vous avez peut-être besoin de recueil de données terrain. Vous l'avez peut-être jamais fait de recueillir de données terrain. Et ça vous donne envie, mais vous avez envie qu'on vous accompagne dans cette collecte d'informations. Vous pouvez souhaiter également de monter en compétence. On sait faire du hand-in-hand, donc c'est-à-dire vous accompagner vraiment, vous laisser faire les choses, mais vous accompagner pour les faire et venir renforcer vos équipes de manière adaptée sous format régie, par exemple, hein, vraiment en ayant un UX designer qui est délégué à vos projets sur des durées plus ou moins longues. Et on peut également, bien évidemment, puisqu'on est organisé de formation, vous proposer des formations soit sur le catalogue que vous trouverez sur le site internet, soit carrément sur mesure, hein, y compris sur les personas, si ça vous intéresse. La prochaine fois, on abordera les tests utilisateurs. Pareil, c'est une problématique qu'on peut aborder en formation, si ça vous intéresse. Donc, à ce propos-là, je vous invite à contacter notre super équipe commerciale qui est composée par Ornella et Camille, qui sera ravie de répondre à toutes vos questions sur comment on peut vous aider à rattraper ces problèmes si vous les rencontrez ou à faire encore mieux dans vos projets. Du coup, je vous passe la parole pour ceux qui peuvent rester encore quelques minutes. J'ai dépassé de quelques minutes à cause des soucis techniques, je m'en excuse. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Est-ce que vous avez constaté déjà les problèmes que j'ai cités ou est-ce que je suis la seule malchanceuse à les avoir rencontrés? Est-ce que vous avez constaté d'autres problématiques que je n'aurais pas citées? Alors, dans un moment, merci pour ce... Aurez-vous un exemple de variable mal choisie? Une variable mal choisie. C'est une très bonne question. Quand on choisit une variable, il faut qu'elle ait du sens. J'ai souvent constaté un mauvais positionnement sur les variables. Par contre, une variable mal choisie, la plupart du temps, quand on veut prendre le moins de risques possible, on reste sur les classiques, c'est-à-dire la compétence métier, si c'est un projet métier, et la compétence informatique. Je pense qu'on ne prend pas de risque à, à prendre en compte la compétence informatique et aller voir est-ce que ma population est plutôt faite de gens basiques, novices, ou en tout cas qui ne sont pas des ultra geeks, ou alors on est plutôt face à des populations assez à l'aise, assez skillées, etc. Et sur les projets métiers, pareil, est-ce qu'on est face à des gens qui sont là depuis 30 ans et qui connaissent par cœur leur métier et qui du coup peuvent avoir peur de changer ou qui ont tout un tas de réflexes et d'habitudes très spécifiques, ou est-ce qu'on est sur une population plus malléable quelque part, plus ouverte et qui sera plus tolérante à tout changement d'interface? Honnêtement, c'est une très bonne question. J'ai j'ai pas d'exemple comme ça en tête d'un projet dans lequel j'aurais dit à des confrères ou à des collègues ou à des amis UX, mais non, mais pourquoi tu as choisi de bosser sur, j'en sais rien, l'âge, parce que l'âge, ça sert à rien, donc faire des personas par rapport à ça, ça servait à rien. Non, je pense que le choix des grandes dimensions, le risque, c'est à la limite d'en prendre trop ou de mal positionner les personas dessus, mais les dimensions, je pense que les bonnes dimensions, elles sautent aux yeux pour peu qu'on ait fait un minimum de research, hein, une fois de plus, parce que sinon, on va vraiment s'inventer les personas, et dans ce cas-là, c'est pas les dimensions qui sont pas bonnes, c'est carrément l'ensemble qui est complètement hors sol et inutile. En tout cas, c'est une très bonne question, Walid. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une petite question? J'en prends encore une. Alors, oui, ça dépend clairement du contexte en question, bien sûr. C'est pour ça que je peux pas, sinon j'aurais fait une liste, il faut penser à ça, à ça, à ça. Mais à part les compétences informatiques, puisqu'on est sur du digital, donc à un moment donné, cette info-là, va falloir la prendre en compte. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut être obligatoire, en fait. Ça dépend vraiment du projet. Oula, il y a d'autres questions qui arrivent. J'essaie de voir si j'ai le temps de tout prendre. J'utilise beaucoup les personas dans le marketing digital. Oui, le marketing est le premier domaine qui a adopté les personas, en fait. Ils sont arrivés d'abord dans le marketing et après un mix.
souvent, ils comprennent l'intérêt, certains rationalistes, quand tu rencontres ce genre de profil, quels sont tes arguments? Ben, mes arguments, c'est justement déjà m'assurer qu'il y a eu un vrai recueil de données terrain. Parfois, c'est pas le cas. Donc, déjà, pour moi, c'est des personnages largement discutables, donc on n'en voit pas l'intérêt. Et on a raison, parce qu'ils ont peut-être aucun intérêt. Du coup, voilà. Après, dans une démarche marketing, on ne s'intéresse pas aux mêmes problématiques que l'UX, hein, quand on fait des personnages. Parce que ça m'est arrivé de travailler sur des projets qui avaient des personas marketing, et nous, on a fait d'autres personas totalement différents, parce que dans le marketing, on ne va pas s'attaquer aux mêmes problématiques. On ne s'intéresse pas à l'interaction machine, on ne s'intéresse pas aux acronymes métiers, on va s'intéresser au pouvoir d'achat, aux canaux de vente, à la com, les aspects communication, aux aspects réassurance. Donc, il se peut qu'on, des fois, on peut adapter les personas pour les enrichir et faire des personas qui adressent aussi bien la problématique marketing que la problématique interaction machine, UX, UI. Des fois, on en fait carrément d'autres. Pourquoi dans le marketing on ferait des mauvais personnages? Je ne sais pas, ça m'intéresserait qu'on en discute dans un prochain webinaire ou dans d'autres circonstances. Est-ce que en marketing digital, on s'y prend de la même façon? Il y a la même réflexion sur les variables, sur le positionnement et sur les contraintes qu'on va introduire dans le projet. C'est peut-être là qu'il faut chercher la réponse. Si on a mal défini les contraintes qu'ils peuvent avoir, qu'ils doivent avoir dans le projet, c'est peut-être là où on se dit qu'au final, on voit pas l'intérêt en fait. Mais oui, que plusieurs personnes restent un peu frigides, comme tu dis, vis-à-vis des personas et de la démarche, oui, et c'est ça que je déplore en fait. Aujourd'hui, on a un niveau de maturité en UX qui est relativement important. On n'est pas à l'époque des années 2000 où personne ne comprenait l'ergonomie, personne ne comprenait l'UX, on était dans l'évangélisation. Là, on est dans on a essayé. Des fois, on a essayé, on est super content, mais là, il y a quand même pas mal de gens qui me disent, on a essayé, et bof, quoi. Ben, c'est hyper dommage de rester sur un bof. Alors, une autre question. Quand vous dites variable, c'est la dimension, comme la technologie. Alors, la personnalité peut être une variable, oui, tout à fait. La personnalité, j'en ai pas du tout parlé, mais ça peut être tout à fait une dimension. Et dans la personnalité, il peut y avoir introverti, extraverti. Par exemple, hier, j'étais sur un projet, une application dans le domaine des loisirs, on va dire. Si le persona est plus extraverti, ben, c'est là où il voudra, par exemple, des fonctionnalités collaboratives, trouver d'autres utilisateurs, discuter avec. Donc, on peut vraiment générer des idées et des contraintes sur les fonctionnalités elles-mêmes, hein. Alors que si on a un public très introverti, ça ne va pas forcément être la même chose en termes de besoins. Donc oui, l'introversion et l'extroversion est un élément. Il y a d'autres paramètres de personnalité qui peuvent jouer un rôle. Une fois de plus, ça dépendra du projet. Ouh là là, il y a plein de questions. J'espère pouvoir répondre à tout le monde. J'essaie de prendre quelques minutes en plus pour ceux qui peuvent. Comment faire des personnages seulement à partir du qualitatif? Alors, on peut tout à fait. C'est juste que si on n'a que le qualitatif, on ne pourra pas mesurer l'impact en termes de fréquence. On pourra dire, on a vu par exemple un profil très très geek, on a vu un profil au contraire très novice, on a vu. Mais est-ce que les geeks sont majoritaires ou est-ce que c'est les novices qui sont majoritaires? C'est ça qu'on ne pourra pas dire. Donc il faudra juste être clair quand on va discuter avec les parties prenantes sur le fait qu'il nous manque cette donnée-là pour pouvoir orienter les débats. Mais non, on a vu les deux profils. Moi, ça m'est arrivé sur un projet, on avait fait que le quali, on a vu 5 utilisateurs. Donc sur 5 utilisateurs, franchement, même en termes de stats, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez 5 personnes. Donc voilà, il y avait deux gros profils qui se dégageaient. Donc on a présenté les deux gros profils. Mais est-ce que c'était 50-50 ou autre dans la vraie vie? Ben, on n'en a aucune idée. Donc dans ce cas-là, j'ai envie de dire, je vous conseille de prendre celui qui génère le plus de contraintes par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les sentis. Si je prends celui qui est par exemple le plus réticent au changement et que lui, il va comprendre les innovations, il va adopter les innovations qu'on lui présente, celui qui sera moins réticent au changement, il n'aura même pas le problème. Donc, si on manque de quanti, il faut être encore plus prudent dans les choix qu'on fait. Allez, je prends la dernière question et puis je vous laisse terminer votre repas. Comment scoper la création en prenant en compte user research, préparation des variables, choix collaboratifs? Ben, c'est les étapes que j'ai décrites tout à l'heure. Après, chacun il fait comme il veut. Pour moi, c'est ni très long ni très cher. La partie la plus compliquée, c'est d'avoir accès aux utilisateurs finaux. Et ça, c'est vrai dans toute démarche de user research, hein. Est-ce qu'on peut toucher la population cible? Est-ce qu'on a à disposition quelques experts métiers si on est sur un produit métier?
mais la mise en œuvre, elle est relativement simple, elle peut être relativement rapide, et même en termes de, si dans le scope, il y a la problématique financière, c'est pas forcément quelque chose qui est très cher, hein. Honnêtement, d'ailleurs, la plupart des techniques UX sont bien mises en œuvre. C'est pas ça qui va demander des budgets faramineux. C'est surtout de la méthodo, c'est se poser les bonnes questions, avoir l'adhésion des équipes projet au sens, voilà, la mise à disposition d'utilisateurs finaux, la mise à disposition des parties prenantes pour les ateliers, parce que voilà, j'ai bien insisté là-dessus, il faut être tous ensemble pour prendre ces décisions, donc il faut se mobiliser aussi. C'est plus ça qui va poser un souci que le reste, hein. Le reste, c'est une histoire de méthodo qui me paraît pas si compliqué que ça à appréhender et à maîtriser. En tout cas, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je serais ravie d'échanger avec vous par la suite. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous avez vu nos annonces sur LinkedIn. Il y a deux webinaires, comme je disais, à venir sur les deux jeudis à venir. Sur notre chaîne YouTube, vous trouverez les 10 webinaires précédents qui ont été faits il y a quelques années et on publiera au fur et à mesure les vidéos des webinaires de cette série-là. Donc, je vous invite à continuer les discussions dans les commentaires si cela vous intéresse. En tout cas, je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et je vous invite à vous reconnecter la semaine prochaine. Bonne journée à tous.